Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense, une sorte de paradoxe qui fascine et qui dérange. L'Afrique est un continent au sous-sol débordant de richesses. Alors comment expliquer que l'on entende si souvent parler de pauvreté, de dette, d'aide internationale? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et attention, la réponse est bien plus complexe et surprenante qu'on ne l'imagine. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre plan de route. D'abord, on va se plonger dans ce fameux paradoxe africain, qui vient un peu bousculer les idées reçues. Ensuite, on ferait un petit retour en arrière pour comprendre les racines historiques de problèmes. Après ça, on va analyser le système financier international et son rôle. On se penchera aussi, et c'est crucial, sur les défis internes de gouvernance. Et pour finir, on explorera les différentes pistes qui sont envisagées pour l'avenir. Allez, on entre directement dans le vif du sujet avec ce paradoxe qui est vraiment le cœur du problème. On a tous en tête l'image d'une Afrique qui a besoin d'aide. Mais si on retournait complètement la question, et si le vrai problème n'était pas que le continent est pauvre, mais qu'il est en fait systématiquement pillé? Juste poser la question comme ça change toute la perspective. On ne parle plus de charité, mais on commence à s'interroger sur d'où vient l'argent et surtout où il va. Et cette phrase, elle est incroyable. Elle vient d'un rapport des Nations Unies, ce n'est pas rien. Créancier net du reste du monde. En gros, ça veut dire que si on met tout dans la balance, l'aide, les investissements qui rentrent et l'argent qui sort, eh bien, au final, il y a plus d'argent qui quitte l'Afrique qu'il n'en rentre. C'est le monde à l'envers. Et pour que ce soit bien concret, voilà un chiffre. 88,6 milliards de dollars. C'est une estimation, bien sûr, mais c'est ce que l'Afrique perdrait chaque année, juste à cause des fuites de capitaux illégales. Pour se faire une idée, c'est beaucoup plus que toute l'aide au développement que le continent reçoit. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent. Les écoles, les hôpitaux, les routes. C'est vertigineux. Ok, mais alors, comment on en est arrivé là? Ce n'est pas une situation qui est apparue comme par magie. Pour comprendre ce paradoxe, il faut vraiment remonter dans le temps, parce que les racines sont profondes, très profondes. Elles sont ancrées dans l'histoire et dans un modèle économique bien particulier. Le mot qu'il faut retenir ici, c'est extractivisme. C'est un concept clé. En fait, c'est un modèle qui a été mis en place à l'époque coloniale et qui, pour beaucoup, perdure. L'idée est simple. On va chercher les matières premières, le pétrole, le cobalt, le cacao, peu importe. On les extrait et on les exporte à l'état brut. Le problème, c'est que toute la transformation, toute la valeur ajoutée qui rapporte le plus d'argent, elle se fait ailleurs. Du coup, ça maintient les économies africaines dans un rôle de simple fournisseur, dépendant des marchés mondiaux. Et ce système de contrôle a évolué. Il est devenu plus subtil. C'est fascinant de voir cette chronologie. Dans les années 70, c'était la grande époque de l'endettement. On prêtait massivement, souvent pour des projets gigantesques qui ne profitaient pas vraiment aux populations. Puis, dans les années 80, bim, crise de la dette. Et qui arrive en sauveur? Le FMI, avec ses fameux plans d'ajustement structurel. En gros, on vous aide, mais vous devez privatiser, ouvrir vos marchés. Et depuis les années 90, on est entré dans une ère de domination financière encore plus poussée. Ça nous amène tout droit au système financier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et au cœur de ce système, on trouve des institutions comme le Fonds monétaire international, le FMI ou la Banque mondiale. Mais la question est, quel est leur rôle exactement? C'est fou, cette citation date de 1913, plus d'un siècle. L'économiste Rosa Luxembourg avait déjà mis le doigt sur quelque chose d'essentiel, la dette comme outil de contrôle, comme moyen de maintenir une forme de tutelle. Et pour beaucoup de critiques aujourd'hui, cette analyse est toujours d'une actualité brûlante. Et c'est là qu'on voit tout le paradoxe de ces institutions. D'un côté, on a la mission officielle du FMI, la coopération, la stabilité, ça a l'air parfait. Et de l'autre, on a cette critique, très dure, qui dit que le FMI, en voulant aider, détruit en fait les bases même d'un développement économique sain. Comment un tel écart est-il possible? Eh bien, un des points clés de cette critique, c'est l'effet politique de cette aide financière. Parfois, cet argent frais permet à des gouvernements qui ne sont pas forcément très populaires ou démocratiques de se maintenir au pouvoir. Leur survie ne dépend plus du soutien de leur peuple, mais des prêts des institutions internationales. Et ça, évidemment, ça peut complètement geler l'évolution politique d'un pays. Alors, on a beaucoup parlé des pressions extérieures, de l'histoire, du système mondial. Mais ce serait trop simple de dire que tout vient de là. Il faut aussi regarder ce qui se passe à l'intérieur des pays. Et là, la question de la gouvernance, elle est absolument centrale. Oui, la bonne gouvernance, ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait, ça recouvre des choses très concrètes. Regardons la liste. État de droit, par exemple. Ça veut dire simplement, est-ce que les lois sont appliquées pour tout le monde? Ou encore, la maîtrise de la corruption. Si l'argent destiné aux hôpitaux finit dans des poches privées, on a un problème. Sans ces basses scènes, attirer des investissements et construire une économie durable, c'est quasiment impossible. Et cette carte le montre bien, l'Afrique est un continent immense et incroyablement diversifié, y compris sur le plan politique. On a des démocraties qui fonctionnent plutôt bien, juste à côté de régimes très autoritaires ou de zones très instables.
Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule réponse, pas une solution miracle. Les défis de gouvernance sont vraiment spécifiques à chaque pays, à chaque contexte. Bon, on a vu le poids de l'histoire, la complexité du système mondial et l'importance des défis internes. Le tableau est complexe. Alors maintenant, la question c'est comment on sort de là? Quelles sont les pistes, les alternatives qui sont sur la table? Une première voie est, disons-le, radicale. C'est l'annulation pure et simple de la dette. L'argument, c'est qu'une bonne partie de cette dette est illégitime, c'est-à-dire qu'elle a été contractée par des dictateurs ou pour des projets inutiles qui n'ont servi qu'à enrichir quelques-uns. L'idée, c'est d'arrêter de rembourser pour enfin pouvoir utiliser cet argent pour l'éducation, la santé. Ça a déjà été fait, en partie, par l'Équateur par exemple. Donc ce n'est pas juste une utopie. La deuxième voie est, on va dire, plus classique. Elle se concentre sur les réformes internes. L'idée, c'est que la priorité des priorités, c'est de construire des institutions solides, de lutter contre la corruption, d'avoir une justice qui fonctionne. En gros, de créer un environnement stable et prévisible. C'est la condition sine qua non pour attirer des investissements sains et permettre un vrai développement. Ici, la responsabilité est avant tout nationale. Et puis il y a une troisième voie qui propose en fait de changer complètement de logiciel, de ne plus courir après la croissance du PIB à tout prix, basée sur l'extraction des ressources. L'idée, c'est de mettre au centre la qualité de vie, le bien-être, l'écologie, la justice sociale. Ça implique de repenser ce que veut dire le mot développement. C'est une remise en question beaucoup plus profonde de tout le modèle économique. Et finalement, après avoir exploré tout ça, on reste avec cette question, immense et un peu vertigineuse, est-ce que des réformes internes ou même l'annulation de la dette peuvent vraiment suffire? Ou est-ce qu'un développement qui soit à la fois juste pour les peuples et durable pour la planète est tout simplement impossible sans une refonte en profondeur des règles du jeu de l'économie mondiale? La question reste ouverte et elle nous concerne tous.